Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au Centre Begin pour un nouvel événement en français. Il y a un an, pratiquement jour pour jour, nous organisions nos premiers événements en français avec la projection de Manitou, la parole retrouvée de Michael Greenspan et d'Olivier Cohen. Un an plus tard, et après 5 événements et 4 conférences Zoom, nous comptons près de 600 membres sur notre groupe WhatsApp et plus de 100 followers sur notre page Facebook en français. Merci de votre fidélité. Le Centre Begin éveille de plus en plus d'intérêt au sein du public francophone, comme nous l'avons vu notamment avec l'organisation de la soirée débat entre Laura Cherki, ici présent, et Michel Onfray, à laquelle vous avez été très nombreux à participer. Le personnage d'Adi Steg, auquel nous rendons hommage ce soir, a, malgré les différences, de nombreux points communs avec celui de Menachem Begin. L'enfance en Europe de l'Est, l'émigration vers une grande ville européenne, le sauvetage in extremis des griffes de l'extermination nazie, le combat pour la liberté de la France pour l'un et pour celle d'Israël pour l'autre, les actions de sauvetage et d'immigration clandestine après la guerre, et ensuite l'engagement inconditionnel pour la communauté juive et pour le peuple juif en Israël ou en diaspora, notamment pour les juifs du RSS. Aussi, un grand attachement à la France, comme nous le verrons dans ce film pour Adisteg, et comme en témoignent de nombreux discours de Begin au fil des ans. La grande différence reste bien sûr dans le choix d'Israël, que n'a pas réalisé Adisteg, malgré son attachement profond à ce pays, son existence, sa sécurité et sa pérennité. Nous aurons certainement l'occasion de discuter de ce choix lors du débat après la projection du film. Je tiens à remercier la réalisatrice du film, Isabelle Weckstein, qui n'a pas pu être parmi nous ce soir, pour sa disponibilité ainsi que son enthousiasme en faveur de la réalisation de cette première projection en Israël. Cette soirée est organisée en collaboration avec Actualité Juive et Agimag, que nous remercions de leur contribution. Bon film. Je remercie Laura Cherki et Eliezer Cherki qui ont bien voulu venir ce soir, ainsi qu'Eliana Gurfinkel et Jean-Marc Léline pour animer le débat. C'est à vous. Oui. Euh, Nous avons assisté à une vaste fresque qui est une page d'histoire. Page d'histoire qui, je le dis en passant, est tournée. Les problèmes de la communauté juive aujourd'hui sont d'une nature complètement différente. Mais c'est un témoignage très émouvant et très, très fort que nous avons vu. Cependant, il y a un petit épisode qui est très important à mon sens, qui n'a pas été évoqué du tout dans cette fresque sur mon oncle Adi. Et nous allons voir de quoi il s'agit. Je vais me lever, si vous permettez. Vous voyez cette photo, j'espère que je ne te dérange pas, a été prise à Casablanca en 1948. Il y a ici 3 personnes assises, Adi Steg, à droite, le docteur Maurice Kluckstein, et au milieu, mon père, Chaim Cherki. Se trouvent les 3 à Casablanca en 1948. Qu'est-ce qu'il faisait à Casablanca en 1948? Hadi était à l'époque président de l'Association des étudiants juifs de France et le docteur Kluckstein était dans le cours de ses études de médecine et mon père était à l'époque un jeune diplômé de Sciences Po et préparait son doctorat de droit à Paris. Ces 3 personnes ont été envoyées dans toute l'Afrique du Nord, pour préparer
des groupes de combat pour défendre les communautés juives menacées de pogrom à la naissance de l'État d'Israël. Je ne sais pas, je ne sais pas si cette photo a été prise avant mai 1948, ou je dirais même surtout avant juin 1948, je vais expliquer, ou après. C'est assez important parce que en juin 1948, un mois après la création de l'État d'Israël, deux pogroms terribles ont eu lieu à Oujda et surtout à Djerada, qui étaient deux villes à la frontière du Maroc et de l'Algérie, et ont été massacrés par la population arabe. Il y a eu 5 morts à Oujda, il y en a eu 37 à Djerada, 37 morts et 60 blessés, c'est-à-dire la moitié de la communauté qui comprenait 150 personnes. C'est une toute petite communauté à Djerada qui était, comme je l'ai dit, à moitié ou, ou massacrés ou blessés. Et comme quoi, les événements du Hotef Haza que nous avons vécu ne sont pas une nouveauté radicale dans les masses de l'islam, surtout quand il s'agit de la souveraineté juive. Et il y a eu 37 morts à Djerada, dont 10 femmes et 10 enfants. Et donc, je ne sais pas donc s'ils ont été envoyés avant ou après, mais ils ont été envoyés secrètement par le Magen, c'est-à-dire une institution dépendante de la Haganah, pour former des jeunes juifs prêts à défendre la communauté en cas d'agression. Et donc, ils ont été dans toutes les villes d'Afrique du Nord, à, à Fès, Meknès, Casablanca, Marrakech, en Algérie, à Alger, et jusqu'en Tunisie, à Sousse, donc dans toute l'Afrique du Nord, pour former des jeunes gens. On envoie une partie derrière, je ne connais pas leur nom, et pour les former. Ils avaient reçu aussi secrètement des armes, des caisses de munitions, de mitraillettes de la Haganah, qui étaient envoyées de manière extrêmement discrète, je ne sais pas par quelle voie ils avaient été, et qui étaient distribuées donc pour les jeunes juifs qui devaient défendre ces communautés. Il y a donc 3 personnes. Il y a Adi Steg, qu'on voit ici, le docteur Klutstein, dont je voudrais parler un tout petit peu, parce que c'est quelqu'un de remarquable, de considérable, qui était d'abord un ami intime d'Adi, et dont il est resté très longtemps très proche, qui est un grand résistant lui-même. Il a participé à la libération de Paris, entre autres, mais il a énormément de faits d'armes pendant la résistance. Et il est mort prématurément en 1961. Il était marié à Tania Rubinstein, qui était la fille du Rav Shmuel Rubinstein de la rue Pavé, de la rue Pavé à Paris, qui était un Rav considérable, qui a écrit des Shelot Tshuvot, enfin. Et cette fille-là était une passionnariat qui a sauvé des enfants pendant la guerre et après-guerre aussi était très active. Et ils se sont mariés donc après. Je ne sais pas s'ils étaient déjà mariés à l'époque ou s'ils étaient après. Peut-être son fils, le docteur Marc Klutstein, qui est ici présent, pourra le témoigner, a dit donc, dont on a parlé longuement, et mon père Chaim Cherki, qui, il y a un lien plus intime, finira par épouser la sœur d'Adi, Albertine, qui était ma mère. Donc voilà, alors ils sont tous les 3 assis et on voit des jeunes gens à Casablanca, des jeunes juifs. Comment cette photo a été prise, je ne sais pas. C'est même, on peut dire que c'est une forme d'imprudence, puisque
Ces activités étaient secrètes. Mais en tout cas, elle témoigne non seulement du courage, mais de la disposition à s'engager à fond pour les communautés juives. Je voudrais rappeler que tous ces trois jeunes sont au milieu de leurs études. On a vu qu'Adi était très actif déjà à l'époque avec les juifs du RSS. Et, et malgré cela, il prenait le temps de se consacrer à ces sujets qui étaient des sujets brûlants. Alors c'est un sujet extrêmement intéressant et c'est un sujet qui n'est pas connu, je dirais même qui est resté secret jusqu'à nos jours. Les historiens n'en parlent pas, ils ne connaissent pas cet épisode qui est à mon avis un épisode significatif de toute cette période-là. Voilà ce que je voulais raconter. Alors, je vais essayer de prendre la parole après Eliezer. Donc, bonsoir à tous. Merci à tous d'être avec nous ce soir, avec la permission de mes parents, si je peux prendre la parole. Quand Yoël Haddad, donc, il s'occupe d'organiser toutes ces choses formidables pour le public francophone à Jérusalem, m'a envoyé le lien donc avec ce documentaire, j'ai tout de suite répondu en disant c'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que moi j'ai grandi avec Adi Steg. Alors j'ai pas vraiment grandi avec Adi Steg à la maison, mais moi j'ai toujours entendu le nom d'Adi Steg à la maison. Alors ça se passait comment? Ça se passait comme ça. Mon père avait des réunions pour la communauté. Il rentrait tard le soir. Le matin, au petit déjeuner, ma mère lui disait alors, il y avait qui hier? Alors, il disait bah, il y avait Adi Steg. Donc, moi, j'ai toujours entendu Adi Steg, Adi Steg, Adi Steg, Adi Steg. Et il y a quelques années, on a eu une découverte sur Adi Steg, et c'était plutôt sur sa femme, donc sur Gilberte, puisque mon père a deux frères qui ont été cachés dans la Mayenne. Et il y a quelques années, il y avait une réunion des enfants qui avaient été cachés donc, dans la Mayenne, et mon père est venu pour représenter ses frères, puisque ses frères habitent aux États-Unis, et il tombe donc sur Adi Steg, il lui dit ah, bah, vous êtes là, vous étiez lié au sauvetage des Juifs, j'imagine, avec la résistance. Et il dit non, non, pas du tout, moi je parle pas ce soir, j'accompagne mon épouse. Et à ce moment-là, donc Gilberte a raconté comment elle et sa sœur, Eddie, eh bien, elles se sont occupées, si j'ai bien compris, c'était avec les EI, c'était un groupe de sauvetage qui était organisé par les EI, donc justement de s'occuper de tous ces juifs qui étaient cachés en Mayenne. Et elle a raconté aussi comment, devant elle, elle a vu sa sœur se faire arrêter et qu'elle n'a pas, si je me souviens bien, elle avait les noms des enfants et les adresses des enfants sur elle, et donc elle a laissé en fait, ou en tout cas elle les connaissait, donc elle a laissé sa sœur se faire emmener devant elle pour en fait sauver ses petits-enfants juifs et qui se trouvent être donc mes deux oncles. Donc c'est sûr que j'avais dit une fois à Eliezer que je crois on n'est pas de la même famille, on a des liens de sang qui sont très forts. Voilà, donc je voulais juste quand même rappeler le souvenir de, des sœurs Nissim dont on a entendu parler dans ce film. Voilà, c'était mon introduction. Jean-Marc, si tu veux continuer. Oui, avant qu'on passe aux questions, c'est vous qui seriez sur la sellette, surtout. Euh, en fait, je ne suis pas journaliste, je n'interviewe pas de manière générale, mais en l'occurrence, c'est Isabelle Weckstein, qui est la réalisatrice du film, qui m'a demandé d'être là ce soir, quelque part d'être son porte-voix et le porte-voix aussi de Gabriel Steg. Je suis devenu ami depuis une dizaine d'années avec Gabriel et Isabelle, et je les vois régulièrement quand je vais à Paris. Mais par ailleurs, ils savaient tous les deux que j'ai une relation avec Eliezer de longue date. Nous avons travaillé ensemble au ministère de la Justice sur notamment les épisodes mentionnés de Oujda et Gerada. Nous avons travaillé sur le dossier qui à l'époque était donc sous l'autorité du ministère de la Justice sur les droits des Juifs des pays arabes, leurs souvenirs bien entendu, mais aussi leurs droits, la reconnaissance de leur histoire et de leurs droits, comment une grande majorité sont arrivés en Israël
et une autre partie sont arrivées en France et ailleurs. Voilà, c'est à ce titre-là que je suis là et heureux de pouvoir aussi, bien entendu, évoquer la mémoire de Adi Steg, que je n'ai pas connu personnellement, mais que j'ai entendu de nombreuses fois. Il était une figure importante de la communauté juive de France à l'époque où j'étais étudiant à Paris. Alors, en fait, ce que j'ai raconté, c'est qu'on a préparé chacun nos questions chacun de notre côté, et au final, on a préparé les mêmes questions. Donc, on va vous poser les mêmes questions. Et la première question qu'on souhaiterait vous poser, c'est, donc on vient de voir un film qui racontait l'histoire de votre oncle, mais votre oncle, vous l'avez connu, et peut-être qu'il y a une histoire, un chapitre, un épisode, une anecdote qui vous a beaucoup marqué. Et que vous souhaiteriez partager avec nous, peut-être non pas comme le grand Adi Steg, mais comme tonton Adi, je ne sais pas comment vous l'appeliez. Voilà. Va raconter une petite histoire qui a quand même une conséquence au niveau public. Il y avait une époque où dans le journal Information juive, on interrogeait des dignitaires de la communauté, on posait toutes les mêmes questions. Alors, une des questions, est-ce que vous croyez en Dieu? Est-ce que vous respectez le Shabbat, etc., etc. Et une des questions était, qui est le plus grand homme juif de l'époque moderne d'après vous? Et Adi a répondu, Herzl, je voudrais ajouter le Rav Kook. Et ça, c'était quelques semaines après un entretien que j'ai eu avec lui autour de la pensée du Rav Kook. Donc, je pense avoir une certaine responsabilité dans cette intervention. Je voudrais aussi raconter une petite histoire. Adi, effectivement, était très français, mais il n'était pas, disons, obnubilé par la France. Il y avait un dignitaire de la communauté, dont je ne citerai pas le nom, qui, lui, était obnubilé par la France. Et alors, Adi a écrit un article dans la presse, L'homme à la braguette tricolore. Ce qui veut dire quand même que malgré son attachement profond à la France et aux valeurs françaises, il savait également prendre ses distances. J'aurai d'autres histoires, mais ça c'est pour plus tard. Il y a quelques points que je voudrais évoquer. Il y a un sujet qui n'a pas été vraiment souligné dans ce film, c'est l'importance de l'attachement d'Adi pour Israël. Adi veut aider plusieurs fois par an, chaque année en Israël. Et il s'occupait bien sûr des institutions de l'Alliance qu'il avait fondées, créées, le lycée français de Jérusalem, la Mikvé Israël, etc. Mais il venait, il était avec notre famille, et de ce point de vue-là, il redevenait israélien, si je puis dire, avec nous. Il avait des liens très intimes, surtout ces dernières années. Chaque fois qu'il devait préparer quelque chose, il s'adressait à Uri ou à moi, etc. On lui répondait par écrit. Et il intégrait tout ça, tous ces enseignements de Torah dans ses discours, etc. Il y avait un lien très, très, très fort. Je crois qu'il parlait couramment l'hébreu, ou en tout cas, il le parlait très bien, non? Il parlait pas mal l'hébreu. Il parlait pas mal l'hébreu. D'abord, il faut dire, si vous demandez personnellement, il était resté fondamentalement, il le dit, il le répète, mais c'est le petit enfant du Talmud Torah, du Heider, d'où il était resté. Il en reparlait tout le temps. Avroum, il en reparlait tout le temps. Il nous racontait, à l'époque, on n'avait pas besoin de télévision ou de film ou n'importe quoi. On racontait l'histoire de Yosef au Heider et on était suspendu aux lèvres du Mélamed qui racontait ce qui se passait. Et puis alors finalement, Joseph dit à ses frères, alors c'est pas grave, Binyamin restera ici, vous repartirez tranquillement chez vous. Et alors, la semaine prochaine, on verra la suite. C'était pas possible, les enfants étaient suspendus à ça et ils vivaient ça de manière très intense. Et Adi, jusqu'au bout, était tout le temps encore plongé là-bas.
Il y a un petit incident que je vais, pas un incident, un petit détail que je vais raconter qui exprime beaucoup pourquoi, quoi était l'importance de son attachement à Monsieur Vermont, qui était le frère de l'abbé Glasberg. Ils étaient tous les deux des juifs d'origine lituanienne convertis en France par leurs parents déjà à l'époque. Un des deux frères est devenu l'abbé Glasberg et l'autre, Vermont, qui était catholique aussi, bien sûr, et a dirigé le camp, enfin le château du Béguet, dont on a parlé ici longuement. Et Hadi était devenu son adjoint. C'était pas simple du tout parce que dans ce château, il y avait non seulement des juifs, mais il y avait également des non-juifs allemands, communistes, réfugiés en France. Il y avait des tensions terribles au milieu de tout ça et il fallait gérer ça et Adi l'aider à faire ça. Et alors, il y avait le repas du vendredi soir. Ils mangeaient ensemble et Monsieur Vermont, qui était donc catholique, se tourne vers Adi et lui dit doucement, chante-moi des Zmires de Shabbat. Donc, les choses sont plus complexes qu'il semble. Et finalement, il a été déporté parce que tout le monde s'enfuyait. Il y avait un système d'alerte quand la police ou les Allemands venaient et tout le monde se dispersait dans les champs et dans la forêt. Et on a dit à à Monsieur Vermont, on lui a dit, vous-même partez, vous cachez, ils vous cherchent, etc. Il dit non, si je m'en vais, ils me rechercheront partout et ils trouveront les enfants, les familles, etc. Donc je reste ici et c'est comme ça qu'il a été arrêté et déporté. Ça explique le lien très fort qu'avait Adi avec lui. Voilà. Je vais juste dire que il y a quelques semaines, Joe Toledano était en Israël. Donc Joe Toledano qui a été pendant très longtemps le directeur général de l'Alliance israélite à Paris. Et je ne sais pas pourquoi on a commencé à parler du film. Et alors là, il m'a dit quelque chose sur votre maman Zichrona Livracha. Il m'a dit, donc moi j'ai toujours accompagné Adi en Israël dans ses déplacements officiels pour l'Alliance. Donc on avait des rendez-vous chez le Premier ministre, chez le président, etc. Et toujours Adi disait, ah non, je peux pas, je dois aller voir ma sœur. Et il a raconté comment dans tous ses déplacements, il avait un moment privilégié, il prenait le temps pour aller voir votre maman. Je dois dire à part ça qu'il était avec nous d'une gentillesse exceptionnel, c'est-à-dire c'était vraiment l'oncle gâteau à tout point de vue, il nous accablait de cadeaux, d'autres, etc. Et puis le temps qu'il nous consacrait, parce qu'il est très occupé et tout, il venait toujours en Israël. Et il y a un dernier point que je voudrais souligner, dont on n'a pas parlé non plus vraiment dans le film, c'était que c'est un homme extrêmement modeste. C'est un homme de modeste qui il ne voulait pas, lorsqu'il m'a raconté que lorsque il est devenu médecin, il a dit, ça y est, j'ai obtenu ce que je voulais, je suis médecin généraliste. Et j'ai fait, je ne veux pas plus que ça. Et à ce moment-là, le professeur Pierre Aboulker lui a dit, tu vas t'inscrire à l'agrégation pour continuer. Il a dit non, il n'en est pas question, il ne voulait pas. Et Pierre Aboulker est parti, a pris les tfasim, les papiers, a signé en nom d'Adi et l'a forcé à continuer jusqu'à l'agrégation pour devenir faire après une carrière. Mais ça veut dire qu'il ne voulait pas, il pensait pas qu'il pourrait devenir professeur de médecine, etc. À part ça, le dernier point que je voudrais souligner, c'est que c'était vraiment un grand intellectuel. Ça, il me le disait, ça n'apparaît pas du tout, mais c'est quelqu'un qui lisait et qui lisait de manière très profonde. Il m'a envoyé des livres, souvent, genre me disant, regarde, lis ce livre, c'est intéressant. Et je vois, c'est un livre de 500 pages de psychanalyse. Effectivement, c'est le livre de Grumberger sur l'antisémitisme. Mais c'est quelqu'un qui maîtrisait la pensée, mais avec une discrétion totale. Vous voulez des histoires? Bah, vous voulez des histoires? On a la chance d'être avec
de la famille, donc je crois que c'est une occasion Bon, de découvrir. alors, comme l'a dit Eliezer, Adi nous amenait des cadeaux. Et un jour, c'est un peu comme dans le Kuzari, quand on parle du roi des hindous. Alors, on demande, mais qui c'est le roi des hindous? Ben, c'est celui qui m'a envoyé une lettre, alors qu'on pourrait dire autre chose. Eh bien, disons, pour moi, le roi du Maroc, c'était celui qui avait donné une montre à Hadi qu'il m'a donnée. D'accord? Je possédais donc très précieusement une montre donnée par le roi du Maroc. C'était ça que ça représentait pour moi. Un jour, Hadi me dit, écoute, le roi m'a demandé quelle était la date, soit de la naissance, soit du décès de Moïse. Parce qu'il a dit, je voudrais jeûner ce jour-là. Et Hadi, pour me convaincre, me dit, qu'est-ce que ça peut te faire qu'il jeûne un jour? Bon, alors le problème, c'est que d'après traditionnellement, le jour de la naissance et de la mort de Moshe, c'est le même jour, donc il n'a jeûné qu'un seul jour. D'accord? Mais j'ai envoyé une petite lettre à Hadi avec tous les détails d'où est-ce qu'on apprenait que c'était le 7 Adar. De même, un jour, il me raconte que le président François Mitterrand lui demande c'est quoi cette histoire que des deux explorateurs envoyés par Josué qui vont chez une prostituée à Jéricho, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je dis à Adi, mais tu sais, il y a un texte du Rav Kook dans son livre Roth qui parle de ça. Tout content, il étudie le texte et il en parle après au président. C'est-à-dire, il avait une véritable recherche de ce que ça pouvait dire. Maintenant, une autre histoire, mais qui ne dépend pas de moi. Un jour, à nouveau, Mitterrand lui dit, mais qu'est-ce que c'est cette histoire que Jacob doit, pendant 7 ans, travailler pour sa première femme, et après, il va travailler encore 7 ans pour l'obtenir, parce qu'on lui a donné une autre femme. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Hadi lui répond, Monsieur le Président, ça veut dire que quand on essaye quelque chose pendant 7 ans et que ça ne marche pas, eh ben, on fait un deuxième septennat. Vous avez évoqué le lien avec Israël, un lien très profond. J'ai parlé hier à Gabriel Steck, donc son fils, et il m'a dit qu'après son décès, ils ont découvert chez lui une médaille, une reconnaissance donnée par Tsahal. Ils ne savent pas du tout de quoi il s'agit, mais en effet, même peut-être ça fait référence à ce que tu racontais, cette photo, je ne sais pas, mais en tout cas, ils ont trouvé. Donc, en effet, et Isabelle m'a aussi dit que il y avait tellement de matière, et dans un 52 minutes, c'était impossible de tout mettre en valeur. Mais Je crois aussi, sans vouloir que pour un film franco-français destiné à la télévision française, elle n'était pas tellement, disons, amenée à citer une intervention de type militaire, des armes passées en secret, au nez à la barbe alors, bien sûr. des autorités françaises. C'était pas tellement Mais dans j'aimerais le... rebondir sur, sur ce que tu as dit, Eliezer, et peut-être ce que vous reflétez, donc plus l'aspect israélien et sioniste de la famille, donc qui est pas du tout mis sous silence dans ce film, mais qui est peut-être moins présent. Euh, pour poser une question, il représentait vraiment, je crois, certains diraient une double allégeance, mais enfin vraiment une reconnaissance profonde à la France pour ce qu'elle lui avait permis d'être et de devenir. Euh, des expériences positives, en même temps un regard très lucide sur ce que la France avait fait aux Juifs, notamment pendant l'occupation, et en même temps un amour profond de sa judéité, du judaïsme et d'Israël. Est-ce que ce qu'il représentait est encore d'actualité aujourd'hui? Est-ce que c'est possible? Ou est-ce que la réalité fait... Et en fait, je voudrais vous interroger tous les deux aussi par fidélité pour la mémoire de votre oncle, mais en même temps nous projeter sur la Et moi, je vais réalité poser une autre actuelle. question. Est-ce que vous pensez que vous partagez la même réponse que vos cousins? Non,
Non, non, c'est clair pour moi que c'était un engagement d'une époque. Aujourd'hui, ça ne correspondrait strictement plus à rien. Je pense que la France est engagée dans une voie euh, de celle de la soumission à l'islam. Et à mon avis, c'est irréversible, puisque les Français ne font plus d'enfants. C'est le problème numéro un, d'ailleurs, actuellement, c'est le fait qu'ils ne font plus d'enfants et ne veulent pas faire d'enfants, les Français. Et donc, d'année en année, tout va empirer dans ce sens, malgré toutes les dissensions qu'il y a entre la droite, la gauche, sont dérisoires par rapport à la montée en masse de cette force-là. Donc aujourd'hui, c'est un autre débat. C'est un tout autre. Je voudrais raconter quand même une petite histoire parce que c'est vrai que notre famille, il faut bien le dire, a eu une chance assez extraordinaire pendant la Shoah. Il y a- que ce soit mon grand-père, ma grand-mère, nos oncles et tantes, tout le monde s'en est sorti finalement, alors qu'il y a eu chaque fois, ils ont failli être arrêtés, ils ont failli, etc. Et ça s'est pas fait. Adi me racontait en particulier l'histoire quand il était à Sarlat. Sarlat, c'est une petite ville, la ville de le nom m'échappe là maintenant. La Boétie. Il était de la Boétie, l'ami de Montaigne, il était à Sarlat dans le sud-ouest. Et a dit, tout en étant au béguet, l'adjoint de M. Vermont, elle était pas instituteur, il était moniteur au lycée de Sarlat où en même temps il faut terminer ses études terminales. Bon. Et alors, il prend un jour le train pour retourner à Sarlat. Et les Allemands sont dans la région. Et ils arrêtent le train. Ils font descendre tout le monde. Et ils arrêtent à dire. Alors, ils demandent des cartes d'identité. Et qu'est-ce que vous faites? Il dit, je suis de Sarlat. Ah, Sarlat. Alors, il dit, viens ici. Pourquoi? Alors, tout le monde est terrorisé. Parce qu'à Sarlat, il y avait eu la veille un attentat anti-allemand. Donc, ils cherchaient des jeunes de Sarlat. Donc, ils ont pris Adi et les Allemands commencent à l'interroger, etc. Alors, il fait l'imbécile, sa fausse carte d'identité, etc. Et il se met à parler en allemand à l'officier allemand. Alors, l'officier est très impressionné. Il lui dit, mais comment on parlait allemand? Il dit, Gymnasium. Gymnasium, il est au lycée, j'apprends l'allemand au lycée, etc. Ah, bon, alors il lui rend sa carte, il lui dit, tu peux rentrer, etc. Donc, mais ça tenait à rien. C'était un moment comme ça, comme l'a dit Gilbert très justement. C'était un mètre près, un mot, une tension. C'est comme ça qu'il a. Et il ressentait très fortement le fait d'avoir été sauvé, en fait, par des Français, par la France, par la libération de la France, etc. C'est quelque chose. Il avait une espèce de reconnaissance fondamentale qu'on voit très bien dans le film. Euh, Dans ce film, une des choses qui est très claire, c'est que votre oncle avait une capacité de leadership qui était innée. C'est-à-dire qu'à toutes les étapes de sa vie, que ça soit peut-être même au lycée, en rentrant avec son étoile juive, il y a, il y a un sentiment, tout le monde enfin, le prend à cœur, parce qu'il semblerait que c'est quelqu'un de central au lycée dans sa classe, et puis plus tard dans toute sa vie, avec les différentes positions qu'il va prendre, enfin les différentes positions qu'il va, j'ai oublié le mot, mais vous m'avez comprise, que ça soit dans la communauté juive ou bien même dans le monde de la médecine. Et alors, une question qu'on s'était posée tous les deux, c'est est-ce que le leadership, selon vous, c'est quelque chose d'inné? Est-ce que c'est quelque chose que l'on peut créer? Est-ce que la communauté juive en France d'aujourd'hui, elle peut avoir ses futurs Adisteg? Est-ce que c'était... Ça, je ne peux pas. Tout est possible, bien sûr. Mais Est-ce qu'il y a quelque chose dans la famille je Steg dirais qui que faisait
Oui. Parce que d'après ce que j'ai compris, votre grand-père aussi, Zichron Ibracha, Martin Steg, avait aussi un petit côté de leadership, non? Non, lui, non. Non, mais oui, c'est vrai, parce que lorsqu'il était à Beaune-la-Rolande, il était donc arrêté là-bas. Il était devenu le rabbin, en quelque sorte, alors qu'il n'était pas rabbin. Il était au rabbin de Beaune-la-Rolande, il faisait le kidouche, il faisait la Gada de Pessah. Enfin, c'est invraisemblable, parce que les gens ne se savaient pas où est-ce qu'ils allaient par la suite. Et on a même retrouvé j'ai retrouvé une lettre, deux lettres, une lettre adressée au curé de Beaune-la-Rolande, signée par mon grand-père, dans laquelle il lui dit, en tant vous êtes un homme de Dieu, etc., vous pourriez intervenir pour que nous ayons de la nourriture cachère au camp de Beaune-la-Rolande. C'est délirant, mais... Non, mais même le fait qu'il ait été une des premières personnes après la guerre à avoir témoigné, parce que enfin, moi, Oui. je ne jure que par le film que je viens de Oui. voir, mais c'est ce qu'on dit dans le film. Oui. C'est-à-dire qu'il faut quand même... Il y a peu de personnes qui, à la fin de la guerre, Oui, Badinter le dit, c'est très juste, ce qui dit que les déportés ne parlaient pas après-guerre. Après la seconde génération, génération de Karsfeld, etc., mais les déportés ne parlaient pas. Pour revenir à la question du leadership, je pense que ce qui est déterminant, c'est que, bon, évidemment, une capacité de travail invraisemblable, parce qu'il faisait tout ça, l'alliance, ses déplacements en Israël et tout, en plus de ses travaux médicaux, etc. Mais je crois que ce qui est fondamental, c'est la hanava. C'est-à-dire qu'il ne se mettait absolument pas en avant. Tout ce qu'il faisait, c'est toujours en seconde main, même dans l'affaire, dans la commission Matteoli. Il ne tenait absolument pas à être lui, alors que c'est lui qui a fait tout le travail, mais il voulait être en seconde position. Et cette capacité de discrétion de Hanava, c'est le secret du leadership, du véritable leadership, d'être capable d'agir avec un ego réduit pratiquement à zéro, sans se mettre en avant, ce qui permet à tous les participants, à tous les actifs, tous ceux qui travaillent dans un domaine quelconque, de pouvoir travailler ensemble, parce que justement, le dirigeant est celui qui est le moins présent. C'est le cas, en tout cas, d'un travail de ce type, communautaire. Ce n'est pas forcément vrai d'un homme politique. Bien. Une petite remarque simplement pour ce qui est de la communauté juive de France. Aujourd'hui, si vous voulez trouver une synagogue à Paris, c'est très simple, là où il y a des policiers. C'est-à-dire, on est aujourd'hui dans une situation où le judaïsme qui était rayonnant, qui avait une influence certaine sur la voie publique, aujourd'hui est en bastion. Il est dans sa forteresse, il est protégé par les forces de l'ordre, mais il n'est plus relevant. Il ne signifie plus qu'une fidélité à un folklore, à une tradition émouvante de la famille, etc. Mais ça n'a plus la place que ça avait au temps des grands colloques des intellectuels juifs de France. C'est fini. Oui, je crois que le grand tournant d'ailleurs de l'histoire de la communauté des Juifs de France, ça a été la alia de la direction intellectuelle des Juifs de France. C'est-à-dire lorsque, avec Manitou, Neher, Gross, etc., tous ces gens-là, et Eliane Amado, enfin, on peut dire d'autres noms encore, c'est en quelque sorte le noyau vivant de la communauté qui est venue en Israël comme un signe que les temps étaient passés, tournés. C'est une autre histoire qui commence. Une petite remarque quand même, et ça fera plaisir à Isabelle. Euh, Adi était très fier de son fils chirurgien. Oui, bien sûr. Euh, je connais pas le frère de Gabriel, mais Jean-Michel. Mais eux ont fait, en tout cas pour l'instant, le choix de rester en France et sont en même temps très investis dans la vie juive. Euh, Ils sont le pendant peut-être français de votre famille. Et là, peut-être une question un peu personnelle envers vous. Vous, vous êtes quand même héritier d'une éducation française, d'une certaine culture française, euh, d'un esprit d'un cartésien. esprit
cartésien, ça, je ne sais pas. Oui, ben, tout ceci fait partie des étincelles de sainteté que nous avons ramenées tous, autant que nous sommes, en Israël. C'est évident, ce sont des choses qui ont une valeur là. Il ne s'agit pas du tout de renier l'importance d'ailleurs, déjà avant en Algérie, la contribution de la formation française aux Juifs algériens qui fait que le judaïsme algérien est d'une autre nature que les autres communautés, c'est quelque chose de très profond et de très vrai. Mais ce que je dirais simplement, c'est ce que disait Manitou, Zechrono Bracha, quand il disait on peut, pour toutes sortes de raisons, de circonstances, être juif en France, à condition de se savoir en exil de l'État d'Israël et pas du Second Temple. Le délire, c'est de continuer, alors que toute la force vivante du peuple d'Israël se trouve en Israël, de continuer à rêver qu'on est en exil du Second Temple. Si on se perçoit en exil de l'État d'Israël, alors on peut imaginer être la diaspora d'un État d'Israël. Enfin, c'est quelque chose de possible. C'est le cas de mes cousins, d'ailleurs, également, si tu poses la question comme ça. Voilà. Je crois que je vais poser une dernière question. Et après, on va tous vous libérer. Qu'est-ce que vous pensez que votre oncle aurait pensé de cette soirée ce soir, du film, de cette conversation? Il aurait été très gêné. Oui, oui, il aurait été plus que gêné. Il aurait été dit non. Et en plus, il faut bien dire aussi, il y a le décalage qui est très sensible dans ce film entre la réalité de la communauté juive aujourd'hui en France et ce qui est exprimé dans ce film, les années 70, 80, 90, etc. Je pense que là aussi, il aurait un malaise parce qu'il était quand même conscient que les, les pages tournent. Il aurait certainement apprécié également l'hommage fait à sa femme. Je pense qu'elle a une place d'honneur et qui lui revient d'ailleurs. On va demander aux personnes présentes dans la salle si vous avez des questions que vous souhaiteriez poser. Première question, est-ce que vous pouvez dire quelques mots des liens qui le liaient à Manitou? Hadi était un très grand ami de Manitou. Manitou était un grand ami d'Hadi. Ils se rencontraient souvent. Quand il venait en Israël, c'était presque toujours une visite obligatoire. Et il admirait chez Manitou sa capacité de visionnaire. Il disait que c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu chez d'autres. Et donc, de ce point de vue-là, c'était très important pour lui. Oui, on peut dire que c'était son maître quand il a fait, c'était sa référence en Torah par excellence des Manitou. Ouais. Je voudrais évoquer un souvenir personnel. Dans les années 62, Hadi et mais on fait appel à moi pour préparer Jean-Michel à la bar mitzvah. Je revenais d'Israël après un an au Machon Gold et je me demande comment ils sont arrivés à moi parce que on ne fréquentait pas du tout les mêmes milieux. Mais je crois que c'est par le docteur Wiener, qui était un très bon ami du couple Stey, et le docteur Wiener par les Benassouli Lévy, qui habitaient aussi en Gain. Peu importe. En tout cas, je suis rentré dans cette famille et je venais, je ne me souviens plus quel jour, en tout cas une fois par semaine au 67 rue de Miron-Ménil et j'étudiais pas seulement la préparation à lire un petit passage de la paracha, mais aussi un petit peu ce que j'avais étudié en Israël, Parashat Shavua, des principes fondamentaux, un peu de halakha. Et j'ai rencontré Jean-Michel il y a quelques mois à une réunion de Chibolet, je crois. Et je crois qu'on a été tous les deux très émus de nous rencontrer, je ne sais pas combien d'années, ça fait une cinquantaine d'années,
hein, après. Et je crois, alors j'étais content de le voir, et lui aussi. Et on a reconnu tous les deux qu'on avait fait un bon travail ensemble. C'est vrai que j'aurais espéré plus, évidemment, de mon influence sur lui. Mais en tout cas, ils sont restés très, très proches, lui et Gabriel. Autre truc, il y a 3 ans, j'ai été rendre visite à Gilbert et à Adi dans leur nouvel appartement par rue de Miroménil, celui qui donnait sur la Seine. Et là, ça a été un choc. C'était très, très triste de les voir tous les deux tellement différents de ce qu'ils avaient été toute leur vie. Et leur fin de vie a été très triste et c'était très émouvant de les voir comme ça dans ce bel appartement. Et juste Gabriel était venu pour leur rendre visite. On a pu parler ensemble. Et un grand homme comme ça, une grande dame aussi, qui a eu une fin de vie tellement émouvante et tellement difficile. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur. Essayez de faire court. Je veux dire juste un mot. On a parlé beaucoup de Adi Steg, du judaïsme, de la France, mais pas comme médecin. Je dois témoigner qu'il a sauvé mon père, qui a été condamné par les autres médecins et qui a été vécu encore 6 ans après. Ce n'est pas une question, c'est juste une remarque sur la photo de Casablanca. J'ai identifié la personne qui est au 2e rang à gauche et qui est William Mimouni, qui a été directeur général de la Chambre de commerce France-Israël. Si ça peut aider à des recherches. Merci. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a encore une ou deux questions ou est-ce qu'on clôture? Ce n'est pas une question, je voulais apporter un petit témoignage. Comme je l'ai dit tout à l'heure à Eliezer, je pense que je suis le seul dans cette salle à avoir été l'externe de mon interne à Disteg. Et je me trouvais un jour dans un congrès à Tel Aviv et je rencontre un professeur d'urologie, dont je ne dirai pas le nom, qui était le successeur d'Adisteg à Cochin, et on commence à parler. Alors je lui raconte des souvenirs de ma vie d'étudiant sous sa direction, et il me dit, écoute, tu sais, Adi était un personnage extraordinaire. De temps en temps, il m'appelait dans son bureau et dit, bien, on va étudier une page de Talmud. Voilà, ça c'était Adi. Voilà. Est-ce qu'il y a encore une question? Une dernière? Une remarque? Je voudrais raconter une anecdote. J'étais à Cochin aussi, et je suis resté 6 mois dans son service comme étudiant hospitalier. En 1974, donc je le connaissais bien. En 1974, je termine ma médecine et je dois passer mes cliniques de médecine et de chirurgie. Je ne savais pas avec qui j'allais passer. Pour la clinique de chirurgie, je tombe sur Adi Steg. Donc, je rentre avec lui, je m'assois juste en face de lui, et je devais prendre normalement un petit papier pour trouver la question. Et il me dit, bon, tu ne vas pas prendre un papier comme ça, je te connais très bien. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je te pose comme question? Alors, je crains quand même que même la question la plus simple, le professeur peut me bloquer, évidemment, et me faire chuter. Et il me dit, bon, est-ce que tu veux me parler de la colique néphrétique? Et la colique néphrétique, c'est la plus simple des questions d'urologie, quoi. Alors je lui dis, mais vous plaisantez? Il me dit, non, parle-moi de la colique néphrétique. Alors je commence à lui parler de la colique néphrétique. Je n'ai pas fini de dire une phrase qui me dit, bon, ça va, on ne va pas perdre de temps, tu connais, allez, je te donne mention très bien et tu peux partir. Une dernière remarque de Michel Goffinkel.
le professeur Steg avait voulu que je le rejoigne à la commission culture de la Fondation de la mémoire de la Shoah, pour la mémoire de la Shoah. Et cette commission culture, à ses yeux, était en réalité le cœur de cette fondation. C'est-à-dire que cette fondation, qui a été créée en réalité pratiquement à sa demande, à sa suggestion, c'était sa grande idée, la moindre des choses que l'État français pouvait faire à titre de réparation était de faire quelque chose pour sauver en quelque sorte la mémoire, ce qui avait été la vie la plus profonde des Juifs qui avaient été tués en tant que Juifs. Papa, explique c'est quoi la commission de la culture de la pardon, oui, mais Les gens ne connaissent pas, excuse-moi. Bien, alors je reviens. D'accord. Les fondamentaux sont donc que dans le cadre de la réparation à l'égard de la communauté juive décidée dans les années 90, c'est cette fameuse commission Matteoli dont Adi Steg a été la cheville ouvrière. Dans le cadre de cette réparation globale, et je dois dire que ce propos, je voudrais dire quelque chose sur cette réparation, puisque je m'aperçois donc que des réparations individuelles vont être accordées à partir de ce moment. Et moi, j'ai pensé à mes deux frères dont on a parlé, beaucoup plus âgés que moi, qui avaient vraiment vécu la Shoah. Ils étaient nés respectivement en 36 et 39, cachés dans la Mayenne, gérés par Gilberte Steg. Et Gilberte Steg m'a donné la copie du stencil qu'elle avait avec les noms des enfants dont elle s'occupait dans ce petit village, Landivy, dans la Mayenne. Je garde encore ce papier. C'est quelque chose de tout à fait bouleversant, évidemment. Donc, je fais des démarches pour mes frères et la personne en charge du dossier que j'avais au téléphone me dit, mais monsieur, vous aussi, vous êtes un ayant droit. Je lui dis, mais moi, je suis né après la guerre. Elle me dit, mais non, mais vous ne comprenez pas, vous êtes un ayant droit. J'avais complètement oublié ce qu'un ayant droit pouvait être en droit français. Si on descend d'une personne qui a subi un dommage quelconque, on a des droits par rapport, par exemple, à des biens qui ont été spoliés et ainsi de suite. Et donc, je me suis occupé du dossier de ma famille. J'ai fait attention à ce que toutes les personnes qui étaient des ayants droit comme moi puissent être associées à cette démarche. Et ce qui était extraordinaire, c'est que je dis, mais je ne peux pas prouver la réalité de telle ou telle autre spoliation. Alors on m'a dit, c'est pas grave, monsieur. Si vous avez une indication quelconque, si vous avez entendu de vos parents quelque chose, notez-le. Alors je remplis ça sur une feuille de papier standardisée. Et quand je comparais devant la commission qui statuait sur les indemnisations, le président de la commission me dit, nous avons examiné votre requête. Tout ce que vous avez évoqué correspond exactement aux dépositions que votre père avait déposées à son retour de déportation. La réparation qui lui avait été accordée à ce moment-là était sous-évaluée. Donc, ce qui va vous être attribué maintenant, c'est on rétablit en quelque sorte disons, la justice par rapport aux dépositions de votre père qui correspondent exactement à celles que vous avez données. Mais ce qui était émouvant pour moi, qui a été donc, au nom de ma famille, un bénéficiaire de ce travail entrepris par
Adi Steg pour une large part, c'était de voir véritablement en marche, je dois rendre hommage véritablement sur ce plan à l'administration française, au travail de réparation qui a été fait, et d'ailleurs, je dois dire aussi à la manière extrêmement sensible avec laquelle les très hauts fonctionnaires qui s'occupaient de cela, tous hauts fonctionnaires honoraires, procédaient à ce travail de justice. Dans le cadre de tout cela, une fondation est créée qui s'appelle une fondation de l'État français, Fondation pour la mémoire de la Shoah. Alors, l'idée était très simple. L'État français créait un capital qui était globalement le capital de réparation de l'État français vis-à-vis de la communauté juive de France. Et ce capital était géré comme le capital de n'importe quelle fondation et devait être périodiquement redistribué. Les bénéfices réalisés par cet investissement devaient être redistribués pour un certain nombre de choses. Il devait être redistribué pour l'enseignement de la Shoah, il devait être redistribué pour venir en aide à des déportés âgés dans le besoin, etc. Et enfin, une troisième commission était créée, la commission culture, dont le but était de venir en aide à la vie, à la survie, à la renaissance, au développement de la culture juive en France. Je dis bien de la culture juive en France parce que nous sommes quand même en France, donc une fondation de l'État français est soumise à la séparation de la religion et de l'État. Et donc, cette fondation se voyait interdite de porter aucune aide à la religion juive. Ça a été comme ça pendant plusieurs années, jusqu'à ce que le consistoire central et le consistoire de Paris, sous la direction de Joël Mergui, finissent par dire, mais enfin, les Juifs ont été persécutés en France, sur quelle base essentiellement? Sur leur appartenance à la religion juive. Donc, il est très difficile d'oublier ce détail qui n'est pas tout à fait lui-même conforme avec la laïcité à la française. La commission culture pouvait apparaître à beaucoup de gens comme quelque chose de secondaire dans la Fondation pour la mémoire de la Shoah. D'ailleurs, je crois que l'État français, en contrôlant et en acceptant la création de cette commission, regardait ça un petit peu comme une danseuse. Pour Adi Steg, c'était la commission la plus importante et c'est pour ça qu'il avait tenu à en être le président et à en gérer pendant un certain nombre d'années, les années où il en a été le président, à en gérer méticuleusement le budget, les attributions, etc. C'était la chose la plus importante. Il fallait que l'argent des Juifs morts aille aux Juifs vivants et à la renaissance du judaïsme vivant. Avait un amour sans limite pour le plus simple des Juifs qu'il considérait comme la personne la plus importante au moment de la personne de la plus joyeuse. Merci de ce témoignage. Je vais vous remercier à tous d'être venus ce soir. Je crois qu'il y a une toute petite chose qu'on pourrait dire. Dans la tradition juive, on croit véritablement que les gens qui s'occupent du peuple juif et des petits détails du peuple juif, alors ils ont beaucoup de srouillottes. Et les personnes qui ont beaucoup de srouillottes, on leur souhaite d'être des avocats pour nous là-haut. Alors que si ce soir on a rappelé la mémoire d'Adi Steg, qu'il puisse lui aussi, avec toutes ses srouillottes, demander des rachamim pour tout le Ham Israël en ce moment et qu'on ait Bezrat Hashem des bonnes nouvelles pour tous ceux qui en ont besoin. Merci à tous. Je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire sur le groupe WhatsApp et liker la page Facebook. Je voudrais vous dire aussi que le musée est disponible, le musée ici, le musée de Menachem Begin est disponible en français
Les visites sont disponibles en français avec des écouteurs avec traduction simultanée. Vous pouvez réserver sur le site internet du centre.